Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. À la une de l'actualité ce mardi, la Hongrie face à une contestation sans précédent depuis près d'une semaine. Le mécontentement contre le Premier ministre Viktor Orban rallie désormais tout le spectre politique. Les médias publics sont devenus un enjeu de lutte entre les députés d'opposition et le pouvoir central. Il y aura bel et bien un plan B si le Parlement britannique refuse de valider le projet d'accord sur le Brexit. La chef du gouvernement, Theresa May, a réuni son cabinet ce mardi pour préparer des mesures en cas de sortie brutale de l'Union européenne. Après la déception de la COP24, plusieurs ONG somment Paris de passer à l'action. Elles comptent déposer un recours contre la France pour non-respect de ses engagements contre le réchauffement climatique. Et puis le Grand Palais se pare de glace à l'approche des fêtes de fin d'année. La célèbre verrière abrite en ce moment la plus grande patinoire intérieure au monde, un plaisir éphémère. En Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban est confronté à une vague de contestation inédite. Depuis près d'une semaine, des milliers de personnes descendent dans les rues de Budapest pour dénoncer un assouplissement du droit du travail, mais aussi les atteintes à l'état de droit. Et fait rare, l'ensemble de l'opposition a défilé sous une même bannière, de la gauche libérale jusqu'à l'extrême droite. Maxime Bios-Duplan. La Hongrie se déchire, ou comment la télévision nationale est devenue en quelques heures le symbole d'un pouvoir qui confisque la démocratie. C'est ce que disent ces manifestants qui tous les soirs désormais se retrouvent devant le siège de MTVA, ce service public qui ne leur donne plus la parole. Peter Niedermüller est un député hongrois de l'opposition. Il était ce mardi sur notre antenne. La télévision publique hongroise est clairement la principale chaîne d'information pour les habitants des petits villages ou des petites villes, en dehors de Budapest ou des grandes villes. Et nous n'avons aucune possibilité de transmettre notre message sur cette télévision d'État. Et c'est la raison pour laquelle nous protestons. Il n'y a pas de liberté des médias, ni de pluralisme des médias en Hongrie. Viktor Orban, ou plutôt Viktator, comme le surnomment ses opposants, considère les manifestations comme non représentatives et financées de l'étranger pour lui nuire. Au lieu de parler des chiffres, qui encore une fois, si l'on en croit les médias libéraux occidentaux, sont stupéfiants, le nombre réel des gens dans les rues n'est heureusement pas aussi élevé. Nous voyons ces militants politiques financés activement par M. Soros au cours des dernières années se retrouver dans la foule et parmi les auteurs des attaques violentes contre la police. Je dois vous dire que tout ce que vous voyez de la part de la police n'est qu'une réponse. Ces violences ne viennent pas de la police, mais sont une réponse à une foule violente qui attaquait la police. Les organisateurs parient maintenant sur des manifestations de même ampleur que celles des rassemblements de 2017 contre la fermeture de l'université financée par le milliardaire libéral américain George Soros. La Pologne, elle, a dû faire marche arrière après avoir multiplié les atteintes à l'indépendance de la justice. L'exécutif polonais a dû s'incliner face aux décisions des magistrats européens, mais Varsovie n'a pas dit son dernier mot. La Pologne s'est finalement pliée aux injonctions de l'Union européenne. Sa Cour suprême va reprendre une forme normale. Un tiers de ses juges, récemment forcés de partir à la retraite, vont être réinstitués. Varsovie avait engagé une réforme de sa plus haute institution judiciaire, une réforme portant atteinte à la justice, selon la Commission européenne, qui a saisi fin septembre la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière a sommé la Pologne de suspendre cette réforme. Dans le pays, la retraite forcée des juges de la Cour suprême a provoqué des remous. La présidente de l'institution, Małgorzata Gersdorf, est devenue fer de lance de la contestation. Mais le gouvernement polonais, malgré cette marche arrière, entend poursuivre tout de même sa réforme de la justice. Au
lendemain de vifs échanges à la Chambre des communes entre Theresa May et les députés, la première ministre britannique a convoqué sa garde rapprochée. Elle compte prévoir un plan B si le Parlement refuse de donner son feu vert au projet d'accord sur le Brexit au mois de janvier. Et en attendant, ce flottement crée de l'incertitude, notamment pour ceux qui franchissent chaque jour la frontière irlandaise. Vous le verrez dans un instant. Les explications de Christophe Garrache. Au Royaume-Uni, la menace d'un Brexit sans accord avec l'Union européenne se précise chaque jour un peu plus. D'autant que le Parlement semble toujours décidé à voter contre l'accord de sortie négocié par Theresa May avec Bruxelles. Mardi, le gouvernement britannique a donc rappelé qu'il se préparait au pire des scénarios avec le soutien de l'armée si nécessaire, comme l'a expliqué le secrétaire d'État à la Défense à la Chambre des communes. Nous n'avons pas encore reçu de demande officielle d'un ministère en particulier, mais nous sommes en train de mettre en place des plans d'urgence. Et nous allons maintenir 3500 militaires prêts à intervenir, y compris des réservistes, afin d'appuyer tout ministère qui en aurait besoin en cas d'urgence. Les Européens se préparent également à un départ brutal du Royaume-Uni. La Commission européenne s'apprête à publier une série de mesures pour parer un éventuel chaos dans les secteurs vitaux tels que les transports ou les services financiers. Le ministre allemand de l'économie ne cache pas son inquiétude. Je crois que personne en Europe ne peut se permettre un Brexit dur. Cela nuirait aux intérêts économiques de tous, en particulier au Royaume-Uni. J'ai l'impression que le Parlement britannique et ses représentants se débattent très sérieusement. Ils se demandent ce qu'il faut faire, comment le faire et quand le faire. C'est quelque chose que nous devrions respecter en tant qu'amis et partenaires. Plusieurs pays européens ont également adopté des mesures spécifiques. Lundi dernier en France, un texte de loi a été adopté en procédure accélérée, face notamment au risque de paralysie dans le secteur des transports, après le 29 mars. C'est l'une des frontières les plus sensibles d'Europe. C'est ici que se séparent les deux Irlandes, celle du Nord, en territoire britannique, et celle du Sud, en République d'Irlande. Depuis 20 ans, cette frontière n'existe plus que sur le papier, mais avec les négociations du Brexit, cette ligne invisible est redevenue une menace pour la paix. Car sans accord entre Londres et Bruxelles, il faudrait rouvrir des postes frontières. 55% de nos agneaux sont envoyés dans le sud. 35% de notre lait est aussi acheminé vers le sud pour y être transformé. Avec le Brexit, tout cela serait complètement détruit. Notre business et l'avenir de nos familles pourraient aussi être ruinés. La réintroduction d'une véritable frontière pourrait surtout réveiller les vieux démons nationalistes. Le conflit nord-irlandais s'est traduit par plus de 3500 morts et des dizaines de milliers de blessés. Placez ici une frontière physique et les gens protesteront. Le risque est que le génie ressorte de la bouteille très rapidement. Ce ne sera jamais à la même échelle que par le passé, mais oui, il y aura des attaques sporadiques, absolument. La menace est d'autant plus réelle que durant des décennies, cette frontière fut un véritable champ de bataille, aujourd'hui parsemé de cimetières. Vous pensez vraiment qu'ils vont nous dicter leurs lois encore une fois? Dans ce cas, je dirais, retournons au combat. Cette colère sourde est largement partagée par une grande partie des Irlandais. Si on devait réinstaller une frontière dure dans le nord de l'Irlande, ce serait désespérant. Ce serait la fin de l'Irlande du Nord. C'est bien de profiter de la paix que nous avons actuellement. Pour l'instant, Londres espère encore éviter le pire, mais en contrepartie, les concessions accordées à l'Union européenne demeurent extrêmement impopulaires. Dans un peu plus de 100 jours, la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne, l'un des plus grands changements de ces 50 dernières années. Or, c'est la paix et la prospérité en Irlande du Nord qui sont aujourd'hui menacées et fragilisées, alors même que les Nord-Irlandais ne voulaient pas quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, personne ne sait quel dommage cela pourrait entraîner. Un reportage de Bill Neely à la frontière irlandaise. Retour en France avec les suites des revendications des Gilets jaunes. Si les attentes restent nombreuses, malgré les mesures annoncées par le gouvernement, la police a décidé de faire valoir elle aussi ses revendications dans un contexte de plus en plus rigoureux pour l'ensemble des services publics. Les précisions de Stéphanie Morbois.
Après un mois de mobilisation des Gilets jaunes, les syndicats de police brandissent le spectre d'un mouvement social au sein des forces de l'ordre. L'UNSA Police demande aux policiers de se lancer dans un mouvement service minimum 100% prévention dès ce mardi. Pour mercredi, c'est le syndicat Alliance qui demande à tous les policiers de France de ne répondre qu'aux appels d'urgence. Objectif, obtenir du gouvernement de meilleures conditions de travail et de rémunération. Jugeant le budget consacré aux forces de l'ordre insuffisant, il demande aux députés de ne pas voter le projet de loi de finances 2019. La troisième organisation représentative de la police nationale demande quant à elle à être reçue par Emmanuel Macron et met en garde contre d'autres actions à venir. Un courrier a été envoyé au chef de l'État pour appeler à sa reconnaissance au-delà des mots et des gestes déjà formulés. Les syndicats de police réclament aussi le paiement de leur stock d'heures supplémentaires, l'apport de 1000 fonctionnaires chez les CRS ou encore une loi d'orientation et de programmation pour la police nationale. Elles ont décidé de brandir la menace pour que les États respectent enfin leurs engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Plusieurs ONG mettent Paris en demeure d'agir dans ce dossier car il y a urgence, faute de quoi ce seront les tribunaux qui devront trancher. Pierre Michaud. Des ONG vont attaquer la France pour inaction contre le réchauffement climatique. Un document préalable en ce sens a été adressé lundi au président Emmanuel Macron et au gouvernement. Selon la procédure, l'État français a 2 mois pour se positionner. Sinon, un recours juridique pourrait être introduit devant le tribunal administratif de Paris d'ici au mois de mars prochain. Le juge peut tout à fait imposer à l'État d'agir, par exemple sur la rénovation des logements, par exemple sur le développement des transports ferroviaires, par exemple sur l'agriculture, pour pouvoir enfin tenir les objectifs. Et en fait, c'est possible. L'État a de nombreux moyens d'action, mais il faudrait qu'il mobilise les outils fiscaux, réglementaires, les investissements nécessaires. Et en fait, on peut le faire. Le fait qu'il y ait 48 000 décès précoces par an en France dus à la pollution de l'air, c'est un coût en vie humaine et c'est un coût pour l'économie du pays. Voilà, c'est ne pas prendre ce problème-là à bras-le-corps, c'est payer encore plus cher pour aujourd'hui et pour demain. Face au dérèglement climatique, les recours en justice se multiplient dans le monde contre des mesures insuffisantes pour garder le réchauffement sous contrôle. L'annonce de la plainte commune des ONG en France intervient au lendemain d'une COP24 qui aura déçu par l'incapacité des États à renforcer leur action. Au Salvador, l'interruption volontaire de grossesse reste strictement interdite, même en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère. Chaque année, des dizaines de femmes sont poursuivies par la justice pour avoir tenté d'avorter, mais un procès a pris une tournure inattendue et laisse entrevoir une inflexion de l'appareil judiciaire. Au Salvador, Imelda Cortés est libre. Cette jeune femme de 20 ans a passé 1 an et 8 mois en prison pour tentative d'avortement supposée. La justice de son pays, où la législation anti-IVG est l'une des plus strictes au monde, l'accusait de tentative d'homicide. Violée par son beau-père, la jeune femme est tombée enceinte. Elle a d'abord nié avoir donné naissance à un bébé, mais celui-ci, une petite fille prématurée, a été retrouvé vivant dans la fosse septique du domicile de la jeune femme. Commence alors un parcours du combattant. Selon l'acte d'accusation, elle a jeté le nouveau-né dans la fosse septique, ce qui constitue une tentative d'homicide. Son procès devait durer jusqu'à jeudi, jusqu'à ce qu'il prenne une tournure inattendue, lundi. La justice a commencé à analyser son cas dans une autre perspective et cela va dans le sens du droit des femmes. Le parquet a en effet demandé au tribunal de requalifier les faits en abandon de personnes vulnérables et requis 1 an de prison ferme. Mais comme Imelda a déjà passé 20 mois derrière les barreaux, le juge l'a remise en liberté. Une victoire pour les associations féministes qui n'ont eu de cesse de la soutenir pendant son procès. En sport, un mot de football avec cette nouvelle pour Manchester. Le club a limogé son entraîneur José Mourinho après avoir connu une série noire. Manchester United va devoir se passer de son entraîneur portugais. Confronté à une série de défaites, José Mourinho, 55 ans, a quitté mardi le club de football anglais de Premier League. Après sa 3e saison à Manchester, il était sur la sellette depuis des semaines en raison du mauvais début de saison du club qui joue son pire championnat d'Angleterre depuis 1990. Un nouvel entraîneur par intérim sera désigné jusqu'à la fin de la saison. Manchester United affrontera donc le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions avec un nouvel entraîneur sur son banc.
D'un écrin pour toile de maître aux étendues glacées, à Paris, le Grand Palais s'est métamorphosé à l'approche des fêtes de fin d'année. Sous sa coupole majestueuse, on retrouve la plus grande patinoire intérieure au monde, installée pour quelques semaines seulement. Fleur Martins. Sous la verrière du Grand Palais, à Paris, les amateurs d'art ont laissé la place aux amateurs de glisse. Pour la 4e année, la glace s'est emparée de la nef, créant la plus grande patinoire indoor au monde le temps de quelques jours. Un décor prestigieux a été spécialement créé pour l'occasion. Donc on a fait appel à Richard Orlinski, qui est l'artiste français, je crois, le plus vendu dans le monde, qui nous a fait cette sculpture monumentale de l'ours qui est au milieu de la patinoire. Le charme de l'ambiance polaire semble bien opérer chez les patineurs. Moi je fais de la peinture, j'ai l'habitude de venir à des expos ici. Je trouvais ça marrant de venir patiner dans cet endroit. Le lieu est tellement incroyable que on passe un moment un peu magique. La coupole de verre est fabuleuse. Le sentiment de glisser rend encore plus enchanteur. Le moment, c'est très agréable. La fonte de la glace parisienne est prévue pour le 9 janvier prochain. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site. Très belle soirée à tous.